Alors le LOSC a été créé en 1944, on va fêter les 70 ans à l'automne, par la fusion entre l'Olympique Lillois et le Sporting Club Fivois. L'Olympique Lillois qui était un grand club d'avant-guerre, puisque ça a été le premier champion de France professionnel en 1933, et le Sporting Club Fivois qui était donc le club de Fives. Je crois que ça laisse déjà imaginer un petit peu ce que... à l'époque, il y avait 2 clubs professionnels dans la ville de Lille, quoi. Et à la sortie de la guerre, évidemment, il y avait des problèmes d'effectifs dus à la guerre, les prisonniers, les gens qui étaient partis en exode. Et les dirigeants de l'Olympique Lillois se sont rapprochés de Fives pour fusionner. Donc en septembre et en novembre 1944, il y a 2 dates de fusion, ça a donné naissance à un club qui s'appelait le Lille Olympique, en souvenir de l'Olympique Lillois, Sporting Club, en souvenir du Sporting Club Fivois, et qui donne le LOSC. À partir de là, le club qui était le rassemblement de 2 effectifs déjà très importants est devenu d'emblée le plus grand club de France pendant une période de 10 ans. Pendant la période d'exercice de cet effectif-là. On a donc, pendant cette période, on a gagné 2 fois le championnat de France, on a fini 4 fois deuxième, on a gagné 5 fois la coupe, on a joué 2 finales, on a joué 7 finales en fait, dont 5 victoires. On a joué une finale de Coupe latine qui était l'ancêtre de la Coupe d'Europe. Sans partage, c'était le club numéro 1 de France entre sa naissance en 1944 et sa première relégation en 1956. Il y a eu une bonne partie de l'équipe de France qui venait du LOSC, donc à commencer par l'incontournable Jean Barat, buteur, qui était capitaine de l'équipe de France, des joueurs comme Jules Bigot, François Bourbotte, Bolek Tampowski, Roger Vandoren, Albert Dubreuc, Joseph Jadranjac, qui ont tous été internationaux en étant au LOSC. Il y a une célèbre phrase du président du LOSC de l'époque qui s'appelait Louis Hainaut et qui disait aux jeunes, les jeunes, venez au LOSC, vous jouerez en équipe de France. Les clubs de l'époque n'étaient pas du tout comparables aux clubs d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de formation, il y avait très peu de structure. Ça reposait sur un président, un entraîneur, des joueurs, voilà, point final. Le président faisait l'équipe. Le déclin est un petit peu venu de ce fait-là, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas vu venir. L'effectif était vieillissant, il n'y avait pas de relève. En 1955, on a gagné la Coupe de France en jouant les barrages 8 jours plus tard. On s'est sauvé miraculeusement, et l'année d'après, on ne s'est pas sauvé. Donc voilà. Tout le monde était surpris de voir le LOSC descendre, mais on est descendu. On est remonté une saison, on est redescendu la saison d'après. Après, le LOSC était redevenu un club comme les autres, club anonyme. En 70, on est revenu. On a été dans un trou sombre en 69, puisqu'on a abandonné le professionnalisme. Donc les dirigeants n'avaient plus de ressources. Ils ont dit bon, on laisse tomber. En même temps que Lens d'ailleurs. On avait une équipe en CFA avec 500 spectateurs par week-end. Et puis il y a des gens aux yeux de qui c'était intolérable de regarder. Donc ils se sont mis. Il y a un groupe qui s'est formé, qui est allé voir la ville, qui est allé voir un certain nombre de forces vives de la ville de Lille de l'époque, qui n'était pas encore une métropole. Ça donnait les moyens de redémarrer. On a dit c'est pas possible que Lille soit en CFA, on va retrouver le professionnalisme. 1 an plus tard, on est revenu au professionnalisme, on est remonté en D1 avec le concours de la ville pour la première fois. C'était une nouvelle phase de gestion du club, mais qui a toujours laissé un club sans vrais moyens, aux années 80, où là on a créé une société d'économie mixte, selon la volonté de Pierre Mauroy, qui voulait une gestion transparente, responsable, sans problème. Il fallait pas que le LOSC descende, c'était la condition. Donc il y a une société d'économie mixte, mais qui ne donnait pas les moyens, parce que son existence était un peu politique. Les sociétés privées hésitaient à venir dans une société d'économie mixte qui était dirigée par une mairie, donc forcément politique et marquée. Et la mairie nous disait bon ben voilà, on reste en première division, il ne faut pas faire de folie, faut pas. Et on a eu toute une période qui nous a emmenés
encore une fois, près de la disparition, parce qu'à force de dire on ne fait pas de folie, je veux dire, on n'a plus d'ambition, le public ne venait plus, les sponsors quittaient le bateau, puis voilà quoi. Les années 90, c'était les années les plus noires, parce que ça naviguait à vue, il n'y avait pas de vrai patron, en dehors de Pierre Mauroy, qui était, par le statut de la société économique, qui était le vrai patron du club, mais bon, qui n'intervenait pas dans la gestion quotidienne. En dehors de ça, il n'y avait pas de vrai patron, depuis Jacques Amiot, jusqu'à ce qu'arrive Bernard Lecomte, qui lui, bon, en tant qu'homme d'entreprise, extérieur au monde du football, a jaugé la situation, l'a redressée, à force d'efforts de gestion, de sacrifices, etc. Donc, on est redescendu une dernière fois en Division 2, mais je vais dire, on est descendu guéri, quoi. Et quand on est remonté à point nommé pour la privatisation qui a eu lieu en 2000. Et voilà, le LOSC, c'était le LOSC nouveau que vous connaissez aujourd'hui. On part dans l'inconnu. Alors il y a eu quelques recrues quand même, mais les moyens n'étaient pas très élevés, donc il fallait pouvoir attirer les joueurs, et c'était pas non plus évident. On a connu une saison extraordinaire en fait, et c'est vrai que l'équipe type, il y avait énormément de joueurs qui avaient connu la montée en fait finalement. C'est-à-dire que quelques recrues ont réussi à s'imposer, mais pas toutes, et on a bien fonctionné comme ça, avec le même état d'esprit, la même dynamique, la même façon de jouer. C'est des morts de faim, donc on a créé une vraie surprise et on s'est surpris nous-mêmes en fait. C'était aussi la force, je pense, de Vaïd, de nous emmener vers nos limites, et on ne les connaissait pas. On ne savait pas qu'on était capable de faire ça et on l'a fait. Donc je garde vraiment un grand souvenir de ces moments-là, puisqu'on avait de bons joueurs, mais surtout des joueurs intelligents avec qui ils faisaient bon vivre. Alors c'était une vraie surprise, une belle surprise. Après, c'était que le tour préliminaire. On voit cette année que c'est compliqué, et alors là encore plus cette année-là, puisque c'était la première participation européenne de Lille, donc forcément pas de tête de série, rien du tout. On savait qu'on allait tomber un gros. Quand on a vu le tirage, tous regardé, on a dit bon bah, surtout que le football italien à l'époque dominait quand même l'Europe. Et finalement, il y a eu cet exploit, quoi, parce que c'est véritablement un exploit qu'on a créé en battant Parme. Le véritable exploit, il était là, quoi. Entre de Christophe Landrin, et le but! Et l'ouverture du score pour Lille, ici au stade Ennio Tardini. C'est l'équerre, finalement, elle est belle! Oh, quelle frappe! Et quel but! Quel but extraordinaire! Quelle frappe! Quel missile de Johnny Hecker qui est allé en lucarne! Ah, c'est incroyable! Oui, alors on a découvert des stats. C'est vrai que le premier match européen qu'on joue, bon, j'enlève Parme puisque c'était un tour préliminaire, on le joue à Manchester devant 72 000 personnes, je crois. C'était plus l'entrée sur le terrain qui était impressionnante, parce que nous, on était mecs pas connus qui ont joué un match, et puis on regarde l'équipe en face, et c'était Giggs, Beckham, Roy Keane, Barthez, Laurent Blanc, enfin Véron, Van Nistelrooy, enfin c'était mince, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Voilà, ça c'était assez marrant, mais Agrimont-Préjory, c'était bien aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu la montée où on a commencé, et aussi la force, enfin, ce que Vaïd avait réussi aussi, c'était d'emmener les gens avec nous, quoi. Et quand je dis il y avait beaucoup d'amour dans le vestiaire, il y avait aussi beaucoup d'amour avec les gens, on le sentait. Même si le stade ne faisait pas 50, 60, 70 000, il y avait une grosse ambiance, quoi. Et il se passait quelque chose, quoi, à Grimont-Préjory. Donc on a joué dans des grands stades, on a joué dans des belles ambiances, mais moi je me souviendrai énormément de matchs à Grimont-Préjory. Je vois encore les gens sur les 5, puisqu'on avait une marque de fabrique, c'est qu'on marquait beaucoup de buts à la fin du match. Les gens sur les 5-10 dernières minutes, tous debout, à taper dans les mains et à chanter. Et je croise encore beaucoup de gens qui ont vécu de grands bonheurs
à Grimont-Pré, quoi. Et je leur dis aussi que nous aussi, sur le terrain, on ressentait, quoi, on ressentait le bonheur des gens, quoi, et ils nous le transmettaient, et ça nous donnait peut-être des forces supplémentaires, quoi. Et là où on était fort, même si on ne se qualifie pas l'année d'après pour une Coupe d'Europe, puisque la France qualifiait moins d'équipes, on finit quand même 5e du championnat, en ayant joué beaucoup de matchs européens, parce qu'on a joué le tour préliminaire, on a refait après l'Europa League, parce en vrai, on est la promotion qui avons obtenu les meilleurs résultats au niveau européen, il y a eu aussi le 8e de finale de Ligue des Champions, on fait 8e de finale de Coupe UEFA à l'époque, et on se fait éliminer sans perdre en fait contre Dortmund, et on arrive cette année-là à finir quand même 5e du championnat. Je trouve que ces 2 années-là sont 2 années extraordinaires. Moi j'ai fait 2002-2004 avec lui, et c'était pas les années les plus faciles pour lui, quoi, puisque c'était de la reconstruction. Donc la première année compliquée, la deuxième année il y a eu de bons moments et de moins bons, parce qu'on finit 10e, mais on peut faire vraiment beaucoup mieux que 10e. C'est-à-dire qu'il y a eu une période où on pouvait passer le cap et on ne l'a pas fait, mais c'est arrivé l'année d'après, puisqu'ils finissent 2e, ils se qualifient pour la Coupe d'Europe puisqu'ils gagnent l'Intertoto cette année-là, et ensuite ils jouent la Ligue des Champions l'année d'après, quoi. En plus c'était une équipe qui marquait beaucoup de buts, et elle jouait au Stadium, et au Stadium on peut dire que les gens ont eu la chance à chaque fois, chaque année, même après avec Rudy Garcia, de voir beaucoup de buts, quoi. Ça restera le match retour de Parme qui était un événement incroyable pour le club. Un match en plus qu'on avait tous commencé avec la peur au ventre, où on tremblait tous, vraiment. C'est le seul match de toute ma carrière, j'ai dû en jouer plus de 700, où j'avais peur, quoi. On a eu peur. La première mi-temps, heureusement, on est mené que 1-0. On se reprend un petit peu dans les vestiaires. Mais il n'y a pas un grand spectacle en deuxième. On souffre beaucoup sur le dernier quart d'heure. Mais au moins, on n'avait plus peur. Parce que la première, moi, je ne pouvais pas jouer. D'ailleurs, on voit le but qu'on prend, je ne bouge pas. Mais peur, quoi. C'est la seule fois. J'ai vu tous mes potes à la collation, on était tous était blancs. C'est la seule fois de ma carrière, et au moins, c'est bien parce que je l'ai ressenti, et après, je me suis promis de ne plus jamais le ressentir, quoi.